Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. Merci de nous retrouver ce soir encore pour un nouveau voyage, une nouvelle lecture qui va nous amener au XVIIe siècle à côté de Jean de la Bruyère. Et vous l'avez deviné, on va poursuivre la lecture des caractères, enfin les caractères. Et le titre exact, même, c'est Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Et vous allez voir en fait que ça n'a pas trop changé. Pourquoi ? Parce que Jean de la Bruyère, c'était un fin observateur. C'était quelqu'un de timide qui restait plutôt en retrait et qui a passé vraiment toute sa vie à observer le monde et la société. Et du coup, il nous livre cet ouvrage qui est un petit trésor de perles, de réflexion, d'idées, et vous allez voir, c'est assez étonnant et assez intéressant. Donc c'est pas un roman en soi, c'est plutôt une succession d'articles et de réflexions sur des sujets aussi divers que variés. Et au moment de notre lecture, nous discutons des biens de fortune. Et vous allez voir que Jean de la Bruyère, de son petit nom, n'a pas sa langue dans sa poche et dit vraiment ce qu'il pense. C'est assez drôle parfois. Et je vous invite évidemment à aller voir les replays de l'émission si vous avez manqué le début des lectures ou si vous avez juste envie d'approfondir un petit peu plus l'œuvre ou de les écouter différemment. Donc vous avez pour ça les replays. Je vous invite à aller sur le site internet de l'émission, c'est Voyage au bout de la nuit. Vous avez les replays et vous avez aussi la possibilité, puisque cette émission est la vôtre, de participer avec nous via les réseaux sociaux grâce au hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit. Et je sais que vous êtes déjà nombreux à le faire et on vous en remercie parce que on est attentif et on essaie d'écouter au mieux vos idées et vos avis. Alors, je vais me replonger tout de suite dans la lecture des biens de fortune. Et donc, chaque thème est divisé en plusieurs paragraphes. En général, il y en a beaucoup. Donc là, je suis au paragraphe numéro 36. Allez, c'est parti. On se replonge dans la lecture. Très bon voyage à vous. Faire fortune est une si belle phrase et qui dit une si bonne chose qu'elle est d'un usage universel. On la reconnaît dans toutes les langues. Elle plaît aux étrangers et aux barbares. Elle règne à la cour et à la ville. Elle a percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l'un et de l'autre sexe. Il n'y a point de lieu sacré où elle n'ait pénétré, point de désert, ni de solitude où elle ne soit inconnue. 37. À force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête et presque capable de gouverner. Il faut une sorte d'esprit pour faire fortune, et surtout une grande fortune. Ce n'est ni le bon ni le bel esprit, ni le grand ni le sublime, non, ni le fort ni le délicat. Je ne sais précisément lequel c'est, et j'attends que quelqu'un veuille bien m'en instruire. Il faut moins d'esprit que d'habitude, ou d'expérience pour faire sa fortune. L'on y songe trop tard, et quand enfin l'on s'en avise, l'on commence par des fautes que l'on n'a pas toujours le loisir de réparer. De là vient peut-être que les fortunes sont si rares. Un homme d'un petit génie peut vouloir s'avancer. Il néglige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit qu'à une seule chose, qui est de s'avancer. Il a commencé de bonne heure, et dès son adolescence, à se mettre dans les voies de la fortune. S'il trouve une barrière de front qui ferme son passage, il biaise naturellement, et va à droite ou à gauche, selon qu'il y voit de jour et d'apparence, et si de nouveaux obstacles l'arrêtent, il rentre dans le sentier qu'il avait quitté. Il est déterminé par la nature des difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter, ou à prendre d'autres mesures. Son intérêt, l'usage, les conjectures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne tête à un voyageur pour poursuivre d'abord le grand chemin, et s'il est plein et embarrassé, prendre la terre et aller à travers champs, puis regagner sa première route, la continuer, arriver à son terme. Faut-il tant d'esprit pour aller à ses fins? Est-ce donc un prodige qu'un sot riche et accrédité?
Il y a même des stupides et j'ose dire des imbéciles qui se placent en de beaux postes et qui savent mourir dans l'opulence sans qu'on les doive soupçonner en nulle manière d'y avoir contribué de leur travail ou de la moindre industrie. Quelqu'un les a conduits à la source d'un fleuve ou bien le hasard seul les a fait rencontrer. On leur a dit « Voulez-vous de l'eau ? Puisez !» Et ils ont puisé. 39. Quand on est jeune, souvent, on est pauvre. Où l'on n'a pas encore fait d'acquisition, où les successions ne sont pas échues. L'on devient riche et vieux en même temps, tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs avantages. Et si cela arrive à quelques-uns, il n'y a pas de quoi leur porter envie. Ils ont assez à perdre par la mort pour mériter d'être pleins. 40. Il faut avoir 30 ans pour songer à sa fortune. Elle n'est pas faite à 50. L'on bâtit dans la vieillesse et l'on meurt quand on est peintre et au vitrier. 41. Quel est le fruit d'une grande fortune, si ce n'est de jouir de la vanité, de l'industrie, du travail et de la dépense de ceux qui sont venus avant nous, et de travailler nous-mêmes, de planter, de bâtir, d'acquérir pour la postérité. 42. L'on ouvre et l'on étale tous les matins pour tromper son monde, et l'on ferme le soir après avoir trompé tout le jour. 43. Le marchand fait des monstres pour donner de sa marchandise ce qu'il y a de pire. Il a le catis et les faux jours afin d'en cacher les défauts, et qu'elles paraissent bonnes. Il l'a surfait pour la vendre plus cher qu'elle ne vaut. Il a des marques fausses et mystérieuses afin qu'on croie n'en donner que son prix. Un mauvais annuage pour en livrer le moins. Il a un trébuchet afin que celui qui l'a livré la lui paye en or qui est de son poids. 44. Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de l'homme de bien et l'opulent n'est guère éloigné de la friponnerie. Le savoir-faire et l'habileté ne mènent pas juste aux énormes richesses. L'on peut s'enrichir, dans quelque art ou dans quelque commerce que ce soit, par l'ostentation d'une certaine probité. 45. De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien. Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quelquefois par les désirs du gain et de la gloire, cultivent des talents profanes, ou s'engagent dans des professions équivoques, et dont ils se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences. Ils les quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne leur vient jamais qu'après ils ont fait leur récolte, et qu'ils jouissent d'une fortune bien établie. Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur. Il manque à quelques-uns jusqu'aux aliments. Ils redoutent l'hiver. Ils appréhendent de vivre. L'on mange ailleurs des fruits précoces. L'on force la terre et les saisons pour fournir à cette délicatesse. De simples bourgeois, seulement à cause qu'ils étaient riches, ont eu l'audace d'avaler en un seul morceau la nourriture de 100 familles. Tienne qui voudra contre de si grandes extrémités, je ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux. Je me jette et me réfugie dans la médiocrité. 48. On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur manque et que personne ne les soulage. Mais s'il est vrai que les riches soient colères, c'est de ce que la moindre chose puisse leur manquer ou que quelqu'un veuille leur résister. 49. Celui-là est riche, qui reçoit plus qu'il ne consomme. Celui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette. Tel, avec 2 millions de rentes, pour être pauvre chaque année de 100 000 livres, il n'y a rien qui se soutienne plus longtemps qu'une médiocre fortune. Il n'y a rien dont on voit mieux la fin qu'une grande fortune. L'occasion prochaine de la pauvreté, c'est de grandes richesses. S'il est vrai que l'on soit riche de tout ce qu'on n'a pas besoin, un homme fort riche, c'est un homme qui est sage. S'il est vrai que l'on soit pauvre par toutes les choses que l'on désire, l'ambitieux et l'avare languissent dans une extrême pauvreté. 50. Les passions tyrannisent l'homme, et l'ambition suspend en lui les autres passions, et lui donne pour un temps les apparences de toutes les vertus. Ce Tryphon, qui a tous les vices, je l'ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même dévot. Je croirais encore, s'il n'eût enfin fait sa fortune. L'on ne se rend point sur le désir de posséder et de s'agrandir. La bile gagne et la mort approche, qu'avec un visage flétri et des jambes déjà faibles, l'on dit
ma fortune, mon établissement. 52. Il n'y a au monde que deux manières de s'élever. Ou par sa propre industrie, ou par l'imbécilité des autres. 53. Les traits découvrent la complexion et les mœurs. Mais la mine désigne les biens de fortune. Le plus ou le moins de 1000 livres de rente se trouve écrit sur les visages. 54. Chrysanthe, homme opulent et impertinent, ne veut pas être vu avec Eugène, qui est un homme de mérite, mais pauvre. Il croirait en être déshonoré. Eugène est pour Chrysanthe dans les mêmes dispositions. Il ne court pas à se heurter. 55. Quand je vois de certaines gens qui me prévenaient autrefois par leur civilité attendre au contraire que je les salue et en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je dis en moi-même « Fort bien, je suis ravie, tant mieux pour eux. Vous verrez que cet homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux nourri qu'à l'ordinaire, qu'il sera entré depuis quelques mois dans quelque affaire où il aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu'il n'en vienne dans le peu de temps jusqu'à me mépriser. » 56. Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscription! Il n'y aurait plus de rappel. Quel ton, quel ascendant ne prendrait-il pas sur les savants? Quelle majesté n'observe-t-il pas à l'égard de ces hommes chétifs que leur mérite n'a ni placé ni enrichi et qui en sont encore à penser et à écrire judicieusement? Il faut l'avouer, le présent est pour les hommes riches et l'avenir pour les vertueux et les habiles. Homère est encore et sera toujours les receveurs de droits, les publicains ne sont-ils plus, sont-ils été? Que deviendront les Fauconnais? Iront-ils aussi loin dans la postérité de Descartes, né français et mort en Suède? Du même fond d'orgueil dont on s'élève fièrement au-dessus de ses inférieurs, l'on rampe vilement devant ceux qui sont au-dessus de soi. C'est le propre de ce vice, qui n'est ni fondé, ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu, mais sur les richesses, les postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter également à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce de bien, et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui excède la nôtre. 58. Il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordures, éprises du gain et de l'intérêt, comme les belles âmes, le sont de la gloire et de la vertu, capables d'une seule volupté, qui est celle d'acquérir ou de ne point perdre, curieuses et avides du dernier 10, uniquement occupées de leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décrit des monnaies, enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De tels gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être hommes, mais ils ont de l'argent. 59. Commençons par accepter ces âmes nobles et courageuses, s'il en reste encore sur la terre, secourables, ingénieuses à faire du bien, que nul besoin, nulle disproportion, nuls artifices ne peuvent séparer de ceux qu'ils se sont une fois choisis pour amis. Et après cette précaution, disons hardiment une chose triste et douloureuse à imaginer, il n'y a personne au monde si bien lié avec nous de société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous fait 1000 offres de service et qui nous sert quelquefois, qui n'est en soi par l'attachement à son intérêt des dispositions très proches à rompre avec nous et à devenir notre ennemi. Pendant qu'Oronte augmente avec ses années, son fonds et ses revenus, une fille naît dans quelques familles, s'élève, croît, s'embellit et entre dans sa 16e année. Il se fait prier à 50 ans pour l'épouser, jeune, belle, spirituelle. Cet homme sans naissance, sans esprit et sans le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux. 61. Le mariage, qui devrait être à l'homme une source de tous les biens, lui est souvent par la disposition de sa fortune un lourd fardeau sous lequel il succombe. C'est alors qu'une femme et des enfants sont d'une violente tentation à la fraude, au mensonge et au gain illicite. Il se trouve entre la friponnerie et l'indigence. Étrange situation. Épouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune. Il n'opère pas toujours ce qu'il signifie. Celui qui n'a de partage avec ses frères que pour vivre à l'aise, bon praticien, veut être officier,
le simple officier qui se fait magistrat, et le magistrat veut présider, et ainsi de toutes les conditions où les hommes languissent, serrés et indigents, après avoir tenté au-delà de leur fortune, et forcés pour ainsi dire leur destinée, incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches et de demeurer riches. Jeune, on conserve pour sa vieillesse. Vieux, on épargne pour la mort. L'héritier prodigue paye de superbes funérailles et dévore le reste. L'avare dépense plus mort en un seul jour qu'il ne faisait vivant en 10 années. Et son héritier plus en 10 mois qu'il n'a su faire lui-même en toute sa vie. Ce que l'on prodigue, on l'ôte à son héritier. Ce que l'on épargne sordidement, on l'ôte à soi-même. Le milieu est justice pour soi et pour les autres. Les enfants peut-être seraient plus chers à leur père et réciproquement leur père à leurs enfants sans le titre d'héritier. 68. Triste condition de l'homme et qui dégoûte de la vie. Il faut suer, vieillir, fléchir, dépendre pour avoir un peu de fortune, ou la devoir à l'agonie de nos proches, celui qui s'empêche de souhaiter que son père y passe bientôt, est homme de bien. Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu'un rentre dans celui du complaisant. Nous ne sommes point mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne pendant notre vie que de celui qui croit gagner à notre mort et qui désire qu'elle arrive. 70. Tous les hommes, par les postes différents, par les titres et par les successions, se regardent comme héritiers les uns des autres et cultivent par cet intérêt, pendant tout le cours de leur vie, un désir secret et enveloppé de la mort d'autrui. Le plus heureux dans chaque condition est celui qui a plus de choses à perdre par sa mort et à laisser son successeur. L'on dit du jeu qu'il égale les conditions, mais elles se trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées, et il y a entre elles telle et telle condition, un abîme d'intervalle si immense et si profond, que les yeux souffrent de voir de telles extrémités se rapprocher. C'est comme une musique qui détonne. Ce sont comme des couleurs mal assorties, comme des paroles qui jurent et qui offensent l'oreille, comme de ces bruits ou de ces sons qui font frémir. C'est en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si l'on m'oppose que c'est la pratique de tout l'Occident, je réponds que c'est peut-être aussi l'une de ces choses qui nous rendent barbares à l'autre partie du monde, et que les Orientaux, qui viennent jusqu'à nous, remportent sur leurs tablettes. Je ne doute pas même que quelque excès de familiarité ne les rebute davantage que nous ne sommes blessés de leurs ombailles et de leurs autres protestations. Une tenue d'État, où les chambres assemblées pour une affaire très capitale n'offrent point aux yeux rien de si grave et de si sérieux qu'une table de gens qui jouent un grand jeu, une triste sévérité règne sur leur visage, incapables l'un pour l'autre et irréconciliables ennemis, pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni liaison, ni alliance, ni naissance, ni distinction. Le hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle et y décide souverainement. Ils l'honorent tous par un silence profond et par une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables. Toutes les passions, comme suspendues, cèdent à une seule. Le courtisan alors n'est ni doux, ni flatteur, ni complaisant, ni même dévot. 73. L'on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont illustré la moindre trace de leurs premières conditions. Ils perdent de vue leurs égaux et atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai que la fortune du dé ou du lance-quenet les remet souvent, où elle les a pris. 74. Je ne m'étonne pas qu'il y ait des brelans publics, comme autant de pièges tendus à l'avarice des hommes, comme des gouffres, où l'argent des particuliers tombe et se précipite sans retour, comme d'affreux écueils où les joueurs viennent se briser et se perdre. Qu'ils partent de ces lieux des émissaires pour savoir à une heure marquée, qui a descendu à terre avec un argent frais d'une nouvelle prise, qui a gagné un procès, dont on lui a compté une grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain considérable. Quel fils de famille vient de recueillir une riche succession? Ou quel commis imprudent veut hasarder sur une carte
les deniers de sa caisse. C'est un sale et un digne métier. Il est vrai que de tromper. Mais c'est un métier qui est ancien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d'hommes, que j'appelle des brelandiers. L'enseigne est à leur porte, on y dirait presque « Ici, l'on trompe de bonne foi ». Car se vaudrait-il donner pour irréprochable? Qui ne sait pas qu'entrer et perdre dans ces maisons est une même chose, qu'ils trouvent donc sous leurs mains autant de dupes qu'il en faut pour leur subsistance, c'est ce qui me passe. Il n'y a qu'une affliction qui dure, qui est celle qui vient de la perte de biens. Le temps, qui adoucit toutes les autres, aigrit celle-ci. Nous sentons à tout moment pendant le cours de notre vie où le bien que nous avons perdu nous manque. 77. Il fait bon avec celui qui ne sert pas de son bien à marier ses filles, à payer ses dettes ou à faire des contrats, pourvu que l'on ne soit ni de ses enfants, ni sa femme. Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux vous enchantent et vous font récrier d'une première vue sur une maison si délicieuse et sur l'extrême bonheur du maître qui la possède. Il n'est plus. Il n'en a pas joui si agréablement, ni si tranquillement que vous. Il n'y a jamais eu un jour serein, ni une nuit tranquille, où s'est noyé de dettes pour la porter à ce degré de beauté où elle vous ravit. Ses créanciers l'en ont chassé. Il a tourné la tête et il l'a regardé de loin une dernière fois. Il est mort de saisissement. L'on ne saurait s'empêcher de voir dans certaines familles ce que l'on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune. Il y a 100 ans qu'on ne parlait point de ces familles, qu'elles n'étaient point. Le ciel tout d'un coup s'ouvre en leur faveur. Les biens, les honneurs, les dignités fondent sur elles à plusieurs reprises. Elles nagent dans la prospérité. Eumolpe, l'un de ces hommes qui n'ont point de grand-père, a eu un père du moins qui s'était élevé si haut que tout ce qu'il a pu souhaiter pendant le cours d'une longue vie, ça a été de l'éteindre. Et il l'a éteint. Était-ce dans ces deux personnages, éminence d'esprit, profonde capacité? Était-ce les conjonctures? La fortune, enfin, ne leur rit plus. Elle se joue ailleurs et traite leur postérité, comme leurs ancêtres. La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des personnes des deux conditions, de la robe et de l'épée, est que l'État seul, et non le bien, règle la dépense. Si vous n'avez rien oublié pour votre fortune, quel travail! Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir! Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixe et assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et libérée. Il parle avec confiance, il fait répéter celui qui l'entretient et il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit. Il crache fort loin et il éternue haut. Il dort le jour, il dort la nuit et profondément. Il ronfle en compagnie, il occupe à table et à la promenade plus de place qu'un autre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux. Il s'arrête et l'on s'arrête, il continue de marcher et l'on marche, tous se règlent sur lui. Il l'interrompt, il redresse ceux qui ont la parole, il ne l'interrompt pas. On l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler, on est de son avis, on croit les nouvelles qu'il débite. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux. Sur les affaires du temps, il se croit des talents et de l'esprit. Il est riche. Fédon, lui, a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre. Il est abstrait, rêveur, et il a de l'esprit, l'air d'un stupide. Il oublie de dire ce qu'il sait ou de parler d'événements qui lui sont connus. Il articule mal, libre néanmoins sur les affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des ministres et du ministère. Il n'ouvre la bouche que pour répondre, il tousse, il se mouche sous son chapeau. Il crache presque sur soi, et il attend qu'il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c'est à l'insu de la compagnie. Il n'en coûte à personne, ni salut ni compliment. Eh oui, Fédon est pauvre. Et c'était la fin de ce chapitre sur les biens de fortune. Et je vais m'arrêter là puisque nous entendrons lors de la prochaine émission le prochain thème qui traitera de la ville. Voilà, je vous laisse le découvrir avec moi lors d'une prochaine émission. Merci à tous d'avoir été fidèles et de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve très bientôt sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Prenez soin de vous. À très bientôt.